Bonjour Jean-Claude. Merci d'être invité de l'interview du vendredi cette semaine. Avec plaisir. C'est une voix qu'on connaît depuis bien très très longtemps, qui a disparu des ondes. Vous étiez à Oui. la MBC à une certaine époque. Oh, oui, il y a même 20 ans. Quel souvenir vous gardez de cette époque à la MBC? On va retourner un peu, on va aller dans les radios libres. Oui. Quel souvenir vous gardez de la MBC? Oh, de très bons souvenirs, forcément. La radio était différente à l'époque. C'était une radio qu'on appelle périphérique et nationale. Donc forcément, c'était très épuré. On ne pouvait pas dire beaucoup de choses. Par respect pour beaucoup de choses, parce que forcément, beaucoup de sujets étaient sensibles. Moi, j'y ai atterri par rencontres successives. J'ai d'abord rencontré Sunil Janki, qui était le beau-frère de mon voisin, qui m'a fait rencontrer à l'époque Jacques Monique, Marie-Michel Etienne, etc. Et donc j'ai commencé à faire la matinale 7-9 sur la AM, donc sur la principale radio à cette époque-là. Et donc après je suis revenu pour faire une émission le soir sur Cool FM, puisque Sugar FM était devenu Cool FM. Et je faisais une émission qui avait un succès assez fracassant à cette époque-là, qui s'appelait Les choses de la vie. C'était une émission avec les jeunes où on abordait des sujets difficiles à cette époque-là. On commençait à parler de choses, de la sexualité des jeunes, mais aussi de l'aspect culturel, des mariages interculturels, des maladies sexuellement transmissibles, des grands sujets qui préoccupent les jeunes. Donc, maintenant, tout le monde en parle. À l'époque, c'était pas du tout le cas. C'était très difficile. Et je me rappelle, à l'époque, Marie-Michel était un petit peu inquiète. Elle se disait, est-ce que tu es sûr, on peut aborder des sujets comme ça? Est-ce que ça ne risque pas de déraper? Mais bon, j'avais été toujours très clair avec les jeunes qui participaient à cette émission. C'était que on respecte tout le monde. On peut parler de ses opinions en respectant tout le monde. Et si ça dérape, je coupe immédiatement. Donc ça s'est toujours très très bien passé. Ça a duré quelques années. Donc, il y a quelques jours, l'île Maurice a fêté ses 49 ans d'indépendance, 25 ans de République, et à côté, les 15 ans de la première radio privée. C'est ça. Alors, comment Yves Emmanuel est rentré un peu dans le team? Parce qu'il y a une campagne, on voyait, vous avez fait le 7-9, il y avait d'autres qui ne sont plus là à la radio, d'autres qui sont restés. C'était pas prévu comme ça au départ. C'était pas. Je suis entré un peu par la porte arrière. C'était quelqu'un d'autre qui était prévu pour la matinale au départ dans le projet. Et moi j'avais été recruté par Viva Voce, donc le groupe La Sentinelle, pour être le directeur commercial de la radio. Puisque moi je sortais du milieu de la pub, je connaissais un petit peu bien ce milieu-là, du commerce, etc. Et en fait, c'est pratiquement au dernier moment, je crois, un mois avant le lancement, où on s'est dit, mais attends, t'as fait beaucoup de radio, le matin, c'est une émission très info, culture, est-ce que ça te dirait pas de le faire? Et donc, en fait, j'ai porté pendant plus de 3 ans les 2 chapeaux. J'étais donc directeur commercial la journée, et je faisais l'émission du matin avant, donc de 7 à 9. Et après, je montais dans le bureau pour faire mon activité quotidienne. Et la dernière année, j'étais même directeur général adjoint de la radio avec Phil Nessales, qui était à l'époque le directeur avant notre ami Nicolas. Comment était l'ambiance, disons, vers le 9 mars 2002? Comment c'était l'ambiance? Vous saviez que dans 3 jours, ça commençait, il y avait seulement des numéros 0,00. On a fait beaucoup de répétitions. Mais c'était une ambiance très, très particulière, parce qu'on était en même temps très heureux que ça commence, parce qu'on attendait tellement, et certains d'ailleurs attendaient depuis des années. Il y a des gens qui ont préparé le projet, qui attendaient depuis très 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 longtemps. Je pense notamment à Jacques Monique, qui a un peu construit le projet au départ, avec Jean-Claude Delestrac, dont c'était aussi un petit peu le bébé, mais aussi d'autres personnes qui ont participé à ce projet-là très tôt. Donc beaucoup d'impatience, beaucoup d'excitation, mais aussi beaucoup de crainte, beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress. Est-ce qu'on va bien faire? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que les auditeurs vont être au rendez-vous? Donc je ne vais même pas dire depuis le 9, depuis l'année d'avant, depuis 2001, tout le monde était un peu sur les charbons ardents.
Moi, je préparais en parallèle tout l'aspect commercial de la radio, donc les jingles pubs, comment ça va se passer, à quelle heure on peut passer les publicités, parce que il ne faut pas oublier que les radios privées, la publicité, c'est le seul revenu. Il n'y en a aucun autre. C'est la seule façon de gagner de l'argent pour voir au budget de fonctionnement de la radio. Donc c'était assez compliqué. Au réveil, le 12 mars 2002, donc, comment il est quand il sautait, il a ouvert les yeux d'aujourd'hui, midi, quel état d'esprit il était? Oh, je vais dire qu'avec... Recul? Ouais. Avec la naissance de ma fille, je crois que c'est un des plus grands moments de ma vie. Des moments où on a un stress énorme. Mais je crois qu'il y avait aussi une grande fierté. Je vais ouvrir une parenthèse. Certaines personnes n'ont pas vu d'un très bon œil que ce soit moi qui soit le premier qui parle sur cette radio privée, la première mauricienne, parce que je ne suis pas mauricien. Mais au regard de beaucoup d'autres, j'étais déjà à moitié mauricien en 2002. Je le suis à 3/4 aujourd'hui et je le serai peut-être complètement un jour. Ça fait mal à l'époque, ces parenthèses-là, ça fait mal à Iverman, le fait qu'il soit pas mauricien? Non, mal, je dirais pas non, je le comprenais. C'est un sentiment que je comprends. Je ne l'ai pas pris personnellement. Ce n'était pas le problème Iverman, c'était le problème effectivement que ce ne soit pas un mauricien de pure souche qui ouvre la radio. Mais je n'ai fait que l'ouvrir puisque tout de suite après, Jean-Luc Moutoussamy a présenté le premier journal de midi. Et tout de suite après, j'avais aussi la lourde tâche de présenter toute l'équipe, s'il était nécessaire de les présenter. On ne pouvait pas avoir la prétention de présenter une Marie-Michel Etienne aux Mauriciens. Tout le monde la connaissait, puisqu'elle a fait des années sur la MBC. Des gens comme Sandra Mayotte, Elvis Kenneth, que tout le monde connaissait bien aussi, parce qu'il faisait déjà à l'époque beaucoup d'animations en plein air, en extérieur. Il y avait Mario Noura, il y avait, enfin, toute cette équipe était prête. Mais pour revenir à votre question, je l'ai pas pris personnellement, ça ne m'a pas fait mal. Franchement. Et dans la voiture, la voiture d'Iverman déjà calée sur les fréquences de Radio One à l'époque? La voiture, la télévision, le radio réveil. On passait de la musique. Voilà, tout ce qui pouvait jouer une radio était déjà branché sur les fréquences. Jusqu'à aujourd'hui, je suis resté 100% infidèle de Radio One. Quand vous ouvrez la porte, Iverman rentre. C'est quelle ambiance il y a dans Radio One? Quelle ambiance il y a dans Radio One? Ça part de partout. Je pense que Jean-Claude Deslacq est là, Jean-Philippe Fontaine est là, le premier directeur de la radio. Jean-Michel Fontaine, ouais. Je m'excuse. Oui. Comment c'était l'ambiance? Moi, je veux savoir ce qui s'est passé avant, parce que après, on connaît l'histoire, parce qu'on vous a entendu, c'est les ondes à Midi Bill, mais comment c'était avant? C'était tendu, on ne pouvait pas dire Radio 1, c'était Radio 1. Alors, c'était un peu tendu. Je pense même que le président Jean-Claude, à l'époque, était très tendu. Il a senti cette tension, il l'a senti chez moi, et même à un moment donné à travers la vitre, parce que tout le monde était là. Le conseil d'administration était là, toute l'équipe de la radio était là. Alors dans le studio, il n'y avait pas grand monde, hein. Il y avait Nicolas Adelson, qui à l'époque n'était pas encore directeur général de la radio, il était responsable de la technique, de tout l'aspect technique de la radio. C'est lui qui était aux manettes, il avait lui aussi la main qui tremblait un petit peu sur les manettes, c'était très joli à voir. Donc il y avait une ambiance tendue, mais après on va dire la première demi-heure, qui a été difficile, tout le monde s'est complètement détendu. C'est moi, après le lancement, j'avais préparé un petit texte quand même, un minimum, même s'il y avait beaucoup d'improvisation. Je me rappellerai toujours vous écoutez Radio One, il est midi. Ça reste ça. C'est toujours là. Je ne l'oublierai jamais. Même quand il est dans sa voiture ou dans son bureau, le coup de midi, cette phrase-là revient à la tête. Quand j'entends vous écoutez Radio One, il est midi, forcément, ça fait un tilt, ça fait une espèce de nostalgie. Même si entre-temps, on m'a déjà proposé de faire certaines choses dans d'autres radios, je n'ai jamais voulu. Mis à part la MBC, mais je parle d'une autre radio privée, j'ai fait quelques petites choses à MBC. Bon, récemment, j'ai une amie qui travaille chez Radio Plus qui m'a demandé de faire un jingle pour son émission. C'est des petites choses qui sont amicales, qui sont plus symboliques qu'autre chose, mais aller travailler
Dans une autre radio aujourd'hui, ça me paraît difficile parce que j'ai cet ADN Radio One depuis le premier jour et ce serait difficile pour moi de faire autre chose. Il est midi le 12 mars 2002, dans quelques secondes, vous passez en antenne, tac, 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 vous passez en air. La première fois, les premiers mots, il est midi, vous écoutez Radio One. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est une poussée d'adrénaline qui part? Complètement. Il y a un stress énorme parce que il y a le bonheur d'avoir l'honneur de faire ça, mais il y a aussi le stress de se planter, comme on dit, de mâcher un mot, de dire une bêtise ou de bafouiller. C'est vrai que j'avais fait beaucoup de radio avant, donc j'avais pas trop la crainte de dire une bêtise, que les mots ne viennent pas. L'improvisation est quelque chose qui s'apprend, contrairement à ce qu'on pense. Et donc, j'avais mon petit texte dans la tête. Je me rappelle que j'ai dit, voilà, nous sommes aujourd'hui... Alors, l'indépendance, à l'époque, on en était à quoi? On en était à... 37 ans, 75, 34 ans. 34 ans. 34 ans. La République était à 15 ans, c'est ça? 11 ans. Sur 15, 10 ans. C'est ça. 15, 10 ans. Donc évidemment, j'ai voulu commencer par parler de ça. Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de l'indépendance, l'anniversaire de la République, mais c'est aussi aujourd'hui un événement qui va changer le paysage audiovisuel de l'île Maurice. Vous écoutez la première radio privée mauricienne. Vous écoutez Radio One, il est midi. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Et sentiment de fierté à l'intérieur, d'être fier, de sentir, de vivre quelque chose, parce que oui, il y a des gens qui m'ont dit, tu vas rentrer dans l'histoire. Alors, ça m'a fait un peu sourire. Dans l'histoire, il restera de ça une ligne, peut-être quelque part, dans un almanach. Les gens qui entrent dans l'histoire, dans la radio, c'est les gens qui provoquent les grands bouleversements. Il y a de grands noms de la radio en Europe et dans le monde qui ont un jour fait quelque chose. Il y a des grands journalistes qui ont fait de grands reportages. Eux vont rester dans l'histoire. Un animateur ne reste pas dans l'histoire. Il reste dans la mémoire collective pendant quelques années. Et forcément, ce sont des choses qui disparaissent. Est-ce que Iverman se rappelle la première chanson qu'il a passée, qu'il a poussée? Oui, parce que j'avais une copine chanteuse à l'époque. Elle était déjà très connue à l'île Maurice. Elle a essayé de faire une carrière en France. Elle y a un peu réussi, mais ça a été très très difficile pour elle. Et je me suis dit que, justement, d'avoir cet héritage français, puisque c'était quand même une radio à vocation francophone, avant tout, mais que la première chanson soit d'une Mauricienne, en français, c'était un peu un cliché, un clin d'œil à cette fusion. Et donc c'était Lindsay Bagbot, Un autre horizon, qui était un single qu'elle avait fait en France et que je tenais beaucoup à ce que ce soit la première chanson qui soit diffusée. Mais est-ce que 15 ans après, quand on regarde un peu la carrière de Lindsay, tu dis j'ai hyper eu raison de la pousser comme première chanson sur Radio One? Est-ce que je l'ai poussée? Franchement, je pense pas. Je pense pas. C'était plus un clin d'œil que de pousser sa carrière. Ce serait prétentieux pour moi de dire que j'ai poussé Lindsay Bagbot. Est-ce qu'Iverman a eu raison quand on regarde en 2000? Ah bien sûr, bien sûr. On regarde une Lindsay aujourd'hui dans la comédie musicale Sister Act. C'est une artiste extraordinaire, phénoménale. Elle a une voix énorme. Elle a une présence sur scène qui est unique. Donc oui, bien sûr qu'on a eu raison de la choisir pour être la première à s'exprimer sur la radio en chanson. Maintenant, Iverman vient de me dire qu'il écoute que la radio. Maintenant, 15 ans en arrière, comment il a vu ça? Parce qu'on avait la radio nationale, on a eu la Bonne FM avec Sugar FM qui venait de Cool FM. Maintenant, vous êtes le premier, vous avez un mois d'avance sur la deuxième radio qui vient, et la troisième peut-être 10 mois, ouais. On peut dire. Mais quand la concurrence est venue, ça a changé un peu l'état d'esprit, parce que là vous étiez libre, vous avez toute l'attention sur vous, mais quand l'autre radio est rentré, ça vient de changer la donne. Est-ce que Iverman a pu changer la donne? Certaines choses ont changé, mais pas tout de suite. Forcément, le premier mois, on avait des scores extraordinaires parce que tout le monde voulait écouter Radio One. Après sont arrivés Radio Plus et un peu plus tard Top FM. La donne a changé sous certains aspects. Puisqu'il faut dire que Radio Plus a, à un moment donné, dépassé Radio One dans les chiffres, dans les sondages, dire ce qu'il est.
Et là, je crois que beaucoup de gens ont souhaité faire quelques modifications sur ce qui était l'ADN de Radio One pour justement faire pallier à cette compétition, etc. Honnêtement, aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'est une erreur. Radio One aurait dû absolument rester ce qu'elle est. Il y a de la place pour tout le monde. Et faire 3 radios où on fait le même type d'émission, un peu aux mêmes heures, un peu, donc ça n'a pas de sens. À ton avis, évidemment, on a copié la NBC. Quand je regarde un peu la façon de travailler de la NBC, c'est un peu du copier-coller sur la bande FM ancienne. Ce ne sont pas des critiques, mais c'est un constat. Alors, qu'est-ce qu'on entend par copier? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut réinventer la radio? Je ne suis pas certain. Copier-coller, ok, il y a des choses qu'il faut absolument inclure dans un programme radiophonique, surtout quand on veut être une radio généraliste, ce qui était le souhait des actionnaires à l'époque, et ce qui est tout à fait légitime. Il faut qu'il y ait des informations, il faut qu'il y ait de la météo, il faut qu'il y ait des avis de décès, parce que ça c'est une tradition à l'île Maurice. Que les Européens ne comprennent pas. Absolument pas, absolument pas. Mais c'était important. Il faut de l'information routière. Donc là, c'est vrai que on n'a pas copié la MBC. La MBC, c'est une institution. Il faut des radios comme la MBC pour que les gens se retrouvent à un moment donné. Mais c'est vrai qu'avec Cyril Perrin-Aigon, qui sillonnait les routes à l'époque, qui nous faisait beaucoup rire parfois, parce qu'il est très expressif, il est très expansif, il s'enflamme très vite, notre ami Cyril. On a voulu être encore plus proche des gens et avoir vraiment quelqu'un sur la route qui donne l'ambiance, pas juste un accident ou un trafic bloqué, c'est l'ambiance, le temps qu'il fait là où il est, au moment où il nous parle. C'est ce qu'on appelle la proximité, c'est être sur le terrain, être plus proche des gens. Mais est-ce que Yves se sentait proche de son auditoire, de ses auditeurs, ses auditrices? Alors forcément, on les rencontrait de temps en temps. Les gens téléphonaient, mais vous savez, les gens qui téléphonent, ils nous écoutent tous les jours, ils nous aiment, ils nous adorent, ils aiment ce qu'on fait, parce que sinon ils ne nous écouteraient pas et donc ils ne nous appelleraient pas. Et il y en a d'autres que dès qu'ils vous entendent, ils vont tourner le bouton parce qu'ils ne supportent pas d'entendre votre voix, ou ce que vous avez à dire, ou le contenu du programme que vous êtes en train de présenter. Je crois que n'importe quel présentateur, journaliste, que ce soit radiophonique ou télé, ne fait l'unanimité. C'est impossible. Moi j'étais toujours proche des gens parce que quand on avait des événements extérieurs, on avait parfois des animations dans les centres commerciaux, etc. Alors toute l'équipe y allait, forcément. Et on rencontrait les gens. Certains n'osaient pas venir nous parler, ils voulaient juste prendre une photo, ou juste nous dire bonjour, ou avoir une dédicace. Mais de là à se sentir quelqu'un de supérieur, non, franchement, il y a un pas qu'il ne faut pas. De Star System, parce qu'on avait vous avez parlé des sondages, il y avait meilleur animateur, il y avait meilleur machin, Alors, il y avait un système de Star. Star System, vous savez, c'est dangereux qu'un animateur soit une vraie star, que tout le monde parle de lui. Ça a le danger que le jour où il part, est-ce que les gens le suivent ou pas? C'est pas forcément le cas. On l'a vu dans l'histoire des radios privées. Il y a des animateurs qui étaient des stars sur une radio, ils ont bougé, ça n'a pas du tout pris. Parce que l'ambiance n'est pas la même, parce que la couleur de l'antenne n'est pas la même. Moi, j'ai toujours essayé d'être... On me l'a beaucoup reproché, j'étais extrêmement carré. J'aimais que les gens soient à l'heure, que tout soit préparé, que tout soit programmé. C'est difficile d'être un petit peu cette personne qui dit allez, il est 57, il faut lancer la pub maintenant. Oui, mais attends, on parle à un auditeur. Ça a été un petit peu une bagarre à un moment donné. Avec le recul, je pense que j'aurais géré ça un petit peu de manière un peu plus cool aujourd'hui. Mais bon, c'était ce que c'était. Mais pour revenir à votre question de Star System, la vraie star, ça doit être la radio.
On a des exemples télévisuels, par exemple, même radiophoniques en Europe. Si on prend le cas de Canal+, il n'y a pas de grande star, il n'y avait pas de grande star sur Canal, il y avait une équipe. C'est le nom Canal+, qui est devenu une star. Il y a Énergie, au niveau de la radio, qui est devenue une star. Il y a Skyrock, à un moment donné, ils ont répondu à une demande, ce sont devenus des noms de stars. Alors, évidemment, il y avait des animateurs qui étaient plus connus que les autres. Moi, je vous avoue qu'aujourd'hui encore, 15 ans après, quand on me demande mon nom, Yves Herman, ah mais la radio. Radio One. Oui, oui, exactement. Et c'est une de mes fiertés, on m'identifie toujours à Radio One, pas à la radio. En général. C'est pas juste un nom qu'on a suivi à droite à gauche. C'est facile d'avoir cette étiquette, on peut dire. C'est pas un boulet, mais c'est une étiquette. Oh non, moi je ne le prends pas comme un boulet. Je le prends comme un très très bon souvenir. Non, un boulet, absolument pas. Je suis très très heureux d'avoir participé à ce projet-là. J'en garde d'excellents souvenirs. J'ai beaucoup appris avec le PDG de l'époque, qui est Jean-Claude Delestrac. J'ai beaucoup appris avec mes collaborateurs, même si certains voulaient que je leur apprenne quelle prétention je peux avoir d'apprendre à quelqu'un à faire de la radio. Je crois que faire de la radio, vraiment devenir un animateur, ça veut dire quoi? Animer quelque chose. Ça ne veut pas dire se parler tout seul à haute voix. Il faut être au service d'une radio, il ne faut pas que ce soit l'inverse, que la radio soit au service d'un animateur. Donc, moi j'ai beaucoup appris, j'ai essayé de partager ce que je savais, mais être un véritable animateur, au fond, je crois que ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui est dans un caractère, qui est dans une façon de s'exprimer facilement, de ne pas avoir peur, mais surtout, malgré ça, je vais le dire, je voulais peut-être pas le dire, mais je vais le dire quand même, j'écoute beaucoup de jeunes animateurs aujourd'hui qui pensent que parler, présenter des choses, avoir une voix à peu près agréable et ne pas dire de bêtises, ça suffit. Ça ne suffit pas. Il faut apprendre, il faut avoir soif d'apprendre, il faut lire, il faut écouter, il faut s'informer, il faut être au courant de ce qui se passe. Quand vous êtes animateur radio, vous devez pouvoir parler de tout et assez rapidement. Et aujourd'hui, je trouve que pour certaines personnes, pas tous, hein, il y en a qui sont brillants, mais il y en a quand même beaucoup qui sont un peu légers au niveau de leur animation. Quand un animateur a sur ses épaules un 7-9, c'est le big time, comme on dit, ouais. Dans le langage. Il va sentir le quoi, il gravit toute la journée de la radio, là, c'est-à-dire c'est à partir de lui que tout montait, la mayonnaise montait à partir que Iberman il faisait le 7-9. Oui, mais vous savez, c'est pas moi qui faisais le 7-9. Et c'est probablement le créneau horaire qui est le plus chiant à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour animer. Vous devez mettre le puzzle en place. Il y a tellement de choses qui se passent en 2 heures. Il y a 2 journaux, il y a 2 ou 3 flash infos, il y a de la météo, il y a de l'information routière, il y a des intervenants. À l'époque, vous vous rappelez, il y avait Jean-Michel Fontaine qui avait l'invité du jour. Ça durait 10 minutes. Voilà, 10 minutes, c'est déjà presque 10% de votre temps d'antenne. Et donc votre rôle est d'être plus le chef d'orchestre que véritablement le remplir. Alors moi j'avais des jeux qui marchaient très très bien à l'époque, les gens s'en souviennent encore, hein. À qui le million, qui était là effectivement un copier-coller de Qui veut gagner des millions, mais version radiophonique. La version radiophonique, ça n'avait jamais été tenté, ça n'avait jamais été fait à l'époque. Il y avait également Sésame, ouvre-toi, les gens devaient trouver une combinaison pour gagner un très très beau cadeau. Et là j'étais surpris parce qu'il y a des gens qui notaient les chiffres tous les jours, qui suivaient ça de près, qui savaient exactement ce qui se passe. Il suffisait qu'ils aient la ligne, qu'ils puissent appeler, ils avaient gagné. Donc voilà, c'est pas lourd sur les épaules, je crois que c'est lourd dans la tête parce qu'il faut être extrêmement précis. Le 7-9, il ne peut pas être pris à la légère. C'est pas une émission du soir où il y a beaucoup de musique, on peut parler avec les gens, on a le temps. Là, on est sans cesse rattrapé par l'horloge. Et quand vous parlez, vous avez 30 secondes, vous avez 1 minute, et il y a quelque chose qui arrive, et il faut laisser la place. Donc voilà,
c'est probablement ce qu'il y a de plus chiant à faire pour un animateur, c'est la matinale. Le meilleur souvenir du 7-9 d'Iverman. Une auditrice, une situation, une news, une musique. Oh, il y en a. J'ai beaucoup ri de choses que les auditeurs m'ont dit, notamment pendant les jeux. Il y a des petites perles, mais ça c'est pas. Et c'est pas méchant, c'est pas pour se moquer, mais c'était juste des choses extrêmement drôles. Mais je crois que mon meilleur souvenir, ce n'est pas un seul, c'est les rencontres. Parce qu'effectivement, la matinale, quand il y a des invités prestigieux, ils viennent souvent le matin pour s'exprimer, etc. Donc j'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré des hommes politiques, j'ai rencontré des hommes religieux, j'ai rencontré des artistes dans le sens large du terme, des écrivains, des poètes, etc. J'ai fait de très très belles rencontres à la radio, et je crois que ça, de manière globale, c'est ce qui me reste aujourd'hui. Cette richesse-là ne me quittera jamais. Jamais? Non. Ce sont des gens que je vois toujours, avec qui j'ai toujours des contacts. On a vu avec l'avènement de la libéralisation des ondes radio, oui. Les personnes disent, bon, on a eu la démocratie, on a eu l'enquête en direct, enfin, il y a eu plusieurs formes, parce que la forme actuelle n'est pas la forme de débat. Est-ce que Iverman a senti que le peuple mauricien avait un créneau, une porte de sortie pour parler de ses problèmes d'eau, d'électricité, de ce qu'on a pu entendre depuis 15 ans, qui sont presque les mêmes, hein, ça n'a pas trop changé. C'est vrai qu'on entend beaucoup de l'eau pas coulée, courant coupé, sécurité sociale. Voilà. Déjà au départ, d'avant, est-ce que ça a ouvert un espace selon lui, dans ces créneaux spéciaux peut-être tout le monde est venu faire le 9-11, la même chose. C'est ça. Ensuite. Ça a été copié. Mais ça, c'était une idée de Jean-Claude Delestrac avec Phil Salès qui voulait absolument faire une émission comme ça. Le souhait du président à l'époque était vraiment d'essayer de résoudre le problème tout de suite. Et là, forcément, il fallait quelqu'un de fort, qui a un réseau, qui connaît beaucoup de monde. Phil Salès, il me semble qu'il était rédacteur en chef du 5+, à cette époque-là. Et je pense que son nom est arrivé immédiatement après le concept. Bon, Phil, il esquivait. Vous le connaissez, je crois, aussi bien que moi. Il est une grande gueule, mais bon, je ne suis pas une petite gueule non plus. Il est très exubérant, il est toujours très expressif aussi, mais c'est une personne qui a une culture générale extraordinaire. Et que même si on le sent parfois un peu agacé, etc., cette émission lui colle à la peau, c'est son bébé. Alors effectivement, c'est un exutoire pour plein de gens. Une manière de s'exprimer. Et même si le problème ne se résout pas, parce qu'il ne se résolvera pas toujours, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de 100% de réussite dans ce type d'émission. Mais même si ça ne se résout pas, cette personne a pu s'exprimer, a pu se défouler, ça a été entendu. Et c'est même aujourd'hui presque devenu une menace. Les gens s'en servent comme d'une menace. Si vous ne payez pas, moi mon poids est de fin les salès. C'est devenu presque dire attention, on a un justicier qui peut nous défendre. Est-ce que c'était le but au départ, d'enquête en direct, devenir une sorte de justicier, quelque part. La dernière chance, de devenir négociateur, parce que quand on entend tous ces trucs qui peuvent se faire facilement dans un bureau, il faut que ça passe par Finlay, que Finlay ajoute un peu son côté chemin, ça crème, un peu de nervosité pour que... Mais vous savez, vous parlez de cette émission-là, moi je me permets d'en parler puisque c'est à moi que vous posez la question, mais là c'est l'homme qui vous répond plus que l'animateur de radio. Finlay Salès, s'il a pendant une semaine des problèmes d'eau et d'électricité et de gaz, à un moment donné ça doit le faire chier aussi. Mais heureusement, il n'y a pas que ça dans cette émission-là. Il y a eu aussi de très grandes causes. Il y a des gens qui étaient à la rue, qui se sont retrouvés avec un toit, avec des vêtements. On l'oublie ça. Cette émission-là a fait de grandes choses. Il n'y a pas que les petits bits and pieces, comme on dit, du quotidien. C'est vrai que le quotidien, cette émission-là, peut paraître parfois un peu lourd, avec ce genre d'intervention qui est un peu similaire à chaque fois. Mais quand il y a de belles choses, de grands projets, là, chapeau à Finlay, parce qu'il les a toujours tenus à bras le corps.
De l'autre côté de la démocratie, évidemment, il y avait des émissions phone-in qu'on appelle, là où tout le monde pouvait parler, on débattait de politique, de ça. Est-ce que ça aussi ça a évolué quand vous regardez ça en 2017? Est-ce que le Mauricien est un peu plus tranquille? Il peut mieux s'exprimer ou bien c'est toujours la même chose que vous entendez depuis les 15 dernières années? Alors, je ne suis pas sûr qu'au final, ça a changé grand-chose. Pourquoi? Politiquement, moi, je m'en suis absolument jamais mêlé et je ne le souhaite pas. Moi, la politique ne m'intéresse pas. Gauche, droite, centre, extrême droite, extrême gauche, que ce soit à Maurice aussi, le Parti travailliste, le MSM, le PMSD, le MMM, etc. Je connais des gens dans tous ces partis-là. Il y en a certains qui sont des amis un peu partout. Je crois que la politique à Maurice, c'est compliqué parce que quand il y a des élections, j'ai rarement vu, par exemple, un véritable programme électoral. On se base beaucoup sur ce qui est dit, etc. Et la radio, justement, permettait de venir alimenter ça ou de le contrer. Où les gens pouvaient, eux aussi, c'était pas juste des hommes politiques pendant un meeting avec un micro qui exprimaient des choses, eux aussi, les Mauriciens ont pu s'exprimer sur beaucoup de sujets. Et je crois que quelque part ça a fait avancer la politique parce que je crois qu'il y a de plus en plus de vraies opinions, mais d'opinions qui ne sont pas parthéistes, qui sont vraiment des opinions politiques dans le sens large du terme. Donc je crois que toutes les radios aujourd'hui ont participé à ça aussi, bien sûr. Les émissions de débat aussi, ça a été difficile à les mettre en place comparé comme on est maintenant? C'est toujours compliqué. Quand on était dans un pays en 2001 où il y avait une radio, enfin quand je dis une, il y en avait plusieurs, mais une station nationale de radio et télévision, et c'était difficile de pouvoir dire tout ce qu'on voulait. Mais c'était une époque. Faut pas oublier que cette époque-là a existé en France. Elle a existé partout. Je crois que l'île Maurice est en train de faire son chemin, de grandir, et forcément les radios privées ont leur part à jouer dans cette émancipation. Le mot est si bien dit, évidemment, l'émancipation, est-ce que ça ouvre des portes, parce qu'on ne parlait pas de sexualité, je pense qu'on en parle un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des sujets tabous que les radios libres ont permis d'ouvrir un peu, de donner un peu d'espace? Oui, et j'espère que ça va rester, ça reste quand même assez propre à l'île Maurice. Quand vous écoutez certaines radios privées françaises, c'est un peu limite ce qui s'y passe, je trouve. Et là, vous avez repris mon mot tout à l'heure, on parle de sexualité, on ne parle pas de sexe. Ce n'est pas la même chose. On parle de relations entre les gens. Vous savez, moi, quand j'avais fait l'émission sur Cool FM, qui était la MBC, sur peut-on être heureux quand on se marie et qu'on n'est pas de la même culture? Grand débat. Alors, mon téléphone a sonné, interne, je ne vous dirai pas qui c'est, il me dit, Yves, tu es sûr que tu veux parler de ça? C'est compliqué, hein? Alors, évidemment, c'est compliqué. Parce que culturellement, tous les Mauriciens sont Mauriciens et fiers de leur culture. Ils ont envie de la protéger. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend. Et quand, petit à petit, les jeunes commençaient à se fréquenter et qu'on parle de mariage interculturel, c'était extrêmement compliqué à cette époque-là. Là, je vous parle des années 90. C'était compliqué. Aujourd'hui, je crois que ça s'atténue un petit peu. Justement, il y a cette espèce de démocratie dans ces choses-là aussi. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai parlé du sida, par exemple, avec à l'époque déjà Nicolas Ritter qui venait de démarrer l'association PILS, moi, ce que je reprochais aux médias mauriciens, c'est que parler du sida n'est pas quelque chose de sale ou de dangereux ou de compliqué. C'est avant tout de l'information. On pensait encore que ce genre de choses-là s'attrapait en s'embrassant sur la bouche. Oui et non. Il y a eu beaucoup de sujets comme ça. Alors évidemment, ça c'est des forts, mais il y en a beaucoup d'autres.
On parlait de violence conjugale, on parlait des problèmes d'alcool, on parlait de plein de choses, mais de manière très propre. Et ça, je crois que c'est resté aujourd'hui. On en parle, mais avec une certaine pudeur. On en parle parce qu'il faut donner de l'information, mais on n'en parle pas pour faire du spectacle. Ça, c'est ça le important. style mauricien, il faut garder la pudeur, parce que beaucoup, comme moi aussi j'ai fait mes enquêtes, on voit que le mot pudeur est toujours là, ça reste toujours là. C'est ça. Il faut en parler, mais il ne faut pas aller dépasser certaines limites. C'est ça. Cette limite-là, elle existe en radio. Je vais oser le dire, le mauricien est très pudique. Je ne parle pas de pudeur physique, mais le mauricien n'aime pas parler de ses problèmes en public. Le mauricien n'aime pas que les gens sachent qu'il a des problèmes. C'est une forme de pudeur. Quand on le voit écouter dans certaines émissions spécialisées à la radio, il a l'impression qu'il veut voice out, on dit en anglais. Ce sont de petits problèmes, Jean. Ce sont de petits problèmes, Jean-Claude. Parfois, il y en a de gros, mais là, c'est vraiment une question de presque de vie ou de mort. Dernière partie de l'interview du vendredi, Yves Herman, est-ce que l'île Maurice a réussi son passage des ondes contrôlées à des ondes libres? Là, je vois Yves Herman bien vous asseoir. Est-ce que vous êtes satisfait? Comme tout le monde est en train de faire presque la même chose. Est-ce qu'on a bien fait, on a raté, ou on aurait pu mieux le faire? Il y a encore du chemin. Jean-Claude, mais moi, j'ai envie de dire qu'il faut laisser du temps au temps. Vouloir aller trop vite, ce serait peut-être une erreur. La radio privée va grandir encore. Elle va se transformer, elle va prendre en maturité, elle va prendre en véritable liberté, de plus en plus, parce que beaucoup de choses se libèrent aujourd'hui. Il est devenu facile de parler de certaines choses. Moi, quand je suis arrivé ici, c'est pas si vieux que ça, hein, dans le milieu des années 90, la pudeur était beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ces choses-là avancent. Moi, je crois que l'île Maurice est encore très jeune, en tant que nation, en tant que pays, en tant que peuple. Il faut donner le temps au temps. Ne pas vouloir faire comme en Europe, comme aux États-Unis. Ce serait presque dangereux, je trouve. Mais quand on regarde un peu, les radios maintenant, ça commence à venir pour RMC, comme RTL, vous avez des émissions qui sont filmées, des interviews qui sont maintenant quasi online maintenant, mais ça change. Oui, absolument, ça évolue. Alors ça, c'est technologique. Mais c'est toujours de la radio, la personne se trouve de la radio. C'est de la radio. On peut la regarder. Là, je vois de... 15 secondes, 15 à 20 secondes avec de retard, comme on sait. Mais vous pouvez sur votre ordinateur regarder une émission. Vous pouvez voir la personne, son body language, comme on dit, comparé à la radio, vous êtes un peu dans un vide. On peut aussi maintenant. Il y a de la radio live maintenant. Streaming, ça se fait partout dans le monde. On peut regarder les animateurs pendant une émission radio. Sur Internet. C'est ça l'évolution vers laquelle l'île Maurice est en... Je crois que les trois radios... Alors, je vais me répéter, Jean-Claude, c'est l'évolution technologique. Mais le contenu, la façon de s'exprimer, il faut encore un peu de temps. C'est-à-dire? Je vais revenir sur tout ce que j'ai dit. Cette petite pudeur-là va s'atténuer avec le temps. On va de moins en moins se dire « Aïe, mais moi, pourquoi causer ça là? Pourquoi dire? Je ne connais pas. » Il n'y a pas de retenue, c'est-à-dire on va se lâcher? Non, pas se lâcher complètement. Jean-Claude, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Comprenez, entendez-moi bien. Il faut donner le temps au temps. Et je crois que cette liberté d'expression, qui est un peu distillée comme ça au compte-gouttes, mais qui en même temps grandit, parce que le vase se remplit, hein, même si c'est goutte par goutte, ça va finir par se remplir. Il faut lui laisser le temps de se remplir. Comment Yves Herman voit l'évolution de la radio, des radios mauriciennes ici? Ça va refléter un peu tout ce que je vous ai dit. On va rester, on va bouger millimètre par millimètre, c'est ça? Ce sera pas très rapide, d'après moi. Et c'est pas les critiques qui vont faire évoluer la radio. Au contraire, ce serait plutôt d'avoir une vraie réflexion. Est-ce que il y a eu un véritable sondage en profondeur, ce qu'on appelle les focus? Qu'est-ce que les Mauriciens attendent d'une radio privée? Est-ce que cette question-là a été vraiment posée un jour? On s'est dit, à peu près, les émissions les plus écoutées à l'époque sur la MBC Radio, c'était la météo, les AVDC, donc il faut faire ça.
dans un premier temps. Le problème, c'est que ça fait 15 ans là. Est-ce qu'il ne faut pas se poser à un moment donné la question, est-ce que les Mauriciens veulent autre chose? Et si oui, quoi? Et on fait une radio. Mais ça ne se fera pas en peu de temps. Mais je crois que cette démarche-là devrait être véritablement faite par une ou plusieurs radios. C'est de vraiment d'aller chercher dans les sentiments, dans les attentes profondes des Mauriciens. Qu'est-ce qu'on attend d'une radio aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Iverman attend d'une radio? Oh. Divertissement, c'est pareil, informer, éduquer et informer, c'est les trois mots types de toutes les radios. Je crois qu'on a besoin de ça. L'ADN d'une radio privée, généraliste, comme c'est le cas à Maurice, c'est quand même d'abord l'info. Maintenant, l'info, est-ce qu'il faut la donner sous forme de journal? Est-ce qu'il faut donner une info entre chaque chanson? Est-ce qu'il ne faut pas bousculer les formats pour faire quelque chose de nouveau et de beaucoup plus divertissant? Parce que parfois, écouter quelqu'un parler pendant 15-20 minutes, c'est difficile. Surtout le matin. On est en train de faire quelque chose. On prépare le petit déjeuner des enfants, on doit partir pour aller travailler. On est tous occupés le matin. Même les mamans qui ne travaillent pas, elles ont beaucoup plus de travail que nous le matin. Parce qu'il faut préparer tout ce beau monde. Et c'est du boulot, ça, c'est un vrai travail. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on attend et comment il faut le bousculer? Est-ce qu'il faut le modifier complètement? Ou est-ce qu'il faut mettre des petits sparadraps à droite à gauche pour essayer de répondre à une critique très virulente qui a été faite sur une émission en particulier? Est-ce qu'il faut la changer? Ça a été trop fait, Jean-Claude, ça a été trop fait. Il y a une émission qui baisse dans les sondages. Ah, il faut changer l'animateur. Ah, peut-être il faut changer le style. Ah, il faut changer le type de musique. Ah, on va mettre tel type de musique à cette heure-là. Je sais de quoi vous parlez, oui, je sais. On se base sur un sondage. Mais moi, j'ai presque envie de dire, essayons de faire l'inverse. Une radio mauricienne. Essayons de demander aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Et à quelle heure? On fait le travail dans le sens inverse. Parce que ça pourrait être... C'est ce que je ferai. Et là, il faudrait procéder, par exemple, après un travail d'analyse et de compréhension, un changement drastique, et du jour au lendemain, et ne pas avoir peur, et s'y tenir. C'est ça le plus difficile en radio, de s'y tenir? C'est ça. On a tendance à dire, au bout d'un mois ou deux, ah, les sondages sont pas trop bons, mais ça, on a une mauvaise idée. Pas forcément. Pas forcément. Il y a de très 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 grandes émissions en Europe et aux États-Unis qui ont pris du temps avant de s'installer. On prend de grandes émissions de débat comme le Grand Échiquier, par exemple, Jacques Chantal. Mais ça a pris du temps. Les gens au début se disaient, mais c'est quoi ça? Ça ne nous intéresse pas. Ils parlent pendant 2 heures, les mecs, nous on veut un film, on veut de la musique, on veut pas ça. Mais le fait de persister, je crois qu'il y a des téléspectateurs qui ont commencé à le rejoindre dans son concept. Et ça, c'est le grand reproche que j'ai toujours fait. C'est que j'ai parlé des fois avec des animateurs, et là je ne vous citerai pas des noms parce que c'est quelque chose d'assez personnel. Et je leur disais, mais prépare au moins ce que tu vas dire, quoi. Tu poses une question sur un explorateur, sur un musicien. Est-ce que tu sais vraiment qui c'est? Est-ce que tu peux en parler après que l'auditeur t'ait donné la bonne réponse? Est-ce que tu peux parler de ça? Ah non, mais on s'en fout, de toute façon, la plupart des Mauriciens ne savent pas ça. Et alors? Justement. Et c'est ce que Radio One avait essayé de faire au départ, c'est de mettre la barre un peu haut, pas non plus d'être une radio intellectuelle, mais d'avoir des pistes de réflexion. Et quand on a senti que beaucoup d'auditeurs ne rejoignaient pas ce concept-là, on décide de redescendre d'un cran. Est-ce que c'est rendre service aux auditeurs? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie.